Bonjour tout le monde. Good afternoon, everybody. Some people are still missing, but they will join us in few minutes, I hope. Je suis heureux d'introduire cette série de séminaires parce que c'est une série que nous inaugurons aujourd'hui, qui est une série de séminaires organisés par la chaire Architecture internationale du financement du développement de la FERDI, sur le thème de concilier le financement international du développement et le financement des biens publics globaux, en l'occurrence le financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, Notre idée, c'est qu'il ne suffit pas de chanter, qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de conflit entre les deux, que tout va dans la même direction, mais la réalité est un peu différente. Et pour éviter les confusions, nous pensons qu'il faut traiter euh, directement ce problème du financement, d'une part du développement, d'autre part de la lutte contre le changement climatique. Et nous voulons le faire sous trois angles, à travers trois webinaires, dont celui-ci est le premier, qui est sur le thème de la mobilisation des ressources. Il y a des normes, certes non respectées, pour la mobilisation des fonds de ce qu'on appelle encore l'aide publique au développement, l'APD, les fonds concessionnels, mais il n'y en a pas pour la mobilisation des fonds concessionnels pour le climat. C'est le thème du séminaire d'aujourd'hui et c'est un point évidemment politiquement très important. Et puis le second séminaire, le second webinaire, sera sur le thème de l'allocation. Une fois qu'on a mobilisé ces ressources, encore faut-il y arriver, eh bien, il faut les allouer. Et nous soutenons à la FERDI depuis longtemps, et ce sera l'objet de ce second séminaire qui aura lieu à la fin du mois d'avril, que les critères d'allocation des fonds concessionnels destinés au développement et de ceux qui sont destinés au, à la lutte contre le réchauffement climatique, qu'il s'agisse de l'adaptation ou de la mitigation, ne sont pas les mêmes. Voilà, ce sera le thème de notre second séminaire et c'est un point important parce que cette question de l'allocation des ressources concessionnelles est un des thèmes qui sera traité dans le cadre de la réunion du G7 sous présidence française. Le troisième thème, c'est celui de la métrique, de la mesure, de la classification des flux. Ah, ça paraît être un thème technique, mais c'est un thème en fait très politique. Et il y a de grandes discussions actuellement sur la façon de comptabiliser ces flux et d'en assurer, assurer la redevabilité, la comptabilité des bailleurs de fonds pour les deux catégories d'objectifs. Et ce sera le troisième thème de notre webinaire, troisième webinaire sur ce thème. C'est aussi un thème qui est en plein dans l'actualité, dans la réforme des structures de redevabilité et de la métrique des flux concessionnels. Voilà. Donc ce premier est très important. Je suis ravi qu'une grande assistance soit là, présente en ligne. Euh, je remercie rapidement parce que Mathieu le fera plus clairement et en déclinant les qualités des panélistes qui sont ici avec nous et dont plusieurs sont des amis que j'ai pu saluer il y a quelques instants, ou de ceux qui arriveront plus tard, comme Justine. Et puis, je voudrais tout spécialement remercier euh, de son, de sa participation comme senior fellow de la FERDI, de Sylvie Lemay, qui était ambassadrice pour les questions dont nous traitons aujourd'hui et qui prend une autre casquette aujourd'hui, celle d'expert et non plus celle de négociateur. Donc merci à tous et merci en particulier à Sylvie. Je laisse la parole pour animer ce séminaire à Mathieu Boussicha qui est chargé de programme, chargé plus particulièrement du programme de la chaire architecture du financement. Et c'est lui qui va maintenant animer les débats et présenter nos distingués panélistes. Merci à tous et bons et vives et bons échanges aussi francs que possible. Merci. Merci Patrick. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce premier webinaire de la FERDI consacré au financement de la lutte contre le changement climatique.
Donc j'aurai le plaisir de modérer cette session qui sera à la fois en français et en anglais. Donc vous pouvez choisir votre langue. Dans le menu de Zoom, je m'exprimer pour ma part en français. And for those who would prefer to listen to this webinar in English, please note that you can select your language from the Zoom menu and I will be speaking in French. Laissez-moi donc vous présenter d'abord les intervenants qui ont très aimablement accepté de participer à ce débat. Nous avons un panel riche par la qualité de ces intervenants, mais aussi leur nombre, puisque nous écouterons tour à tour les interventions de 6 experts et chercheurs spécialisés dans le financement de la lutte contre le changement climatique. Nous aurons une longue introduction du sujet, cadrage, avec Sylvie Lemay qui vient d'être présentée, qui est ancienne ambassadrice française pour l'environnement et donc senior fellow de la FERDI, que remercie chaleureusement. Et puis le panel ensuite sera composé de Madame Gaïa Larsen, qui est directrice de l'accès au financement climatique au Centre pour le financement durable du World Resources Institute, le WRI. Puis Karim Alinaoui, qui est président exécutif du Policy Center for the New South, mais qui est aussi vice-président exécutif de l'Université Polytechnique de Mohamed VI au Maroc. Ensuite, nous écouterons Madame Amrita Goldar, qui est chercheuse senior au Conseil indien pour la recherche sur les relations économiques internationales, le think tank très connu ICRIE. Nous aurons, il n'est pas encore en ligne, mais il s'excuse pour son petit retard, Justin Yifulin, qui est doyen de l'Institut d'économie structurelle nouvelle, INSEE, qui est aussi ancien économiste en chef et vice-président senior de la Banque mondiale. Et puis enfin, nous aurons Guillaume Potier, qui est directeur du programme Financement du développement et du climat à I4C, qui est le Institute for Climate Economics. Alors, nous aurions dû avoir aussi Vainala Raharinirina, qui est vice-présidente de l'Université de Fiona-Rantzau, ancienne ministre de l'Environnement et du Développement durable de Madagascar, et qui est aussi senior fellow Ferdi. Donc, elle a eu un petit pépin de santé, elle est naturellement toute excusée, et je vous ferai part personnellement des messages qu'elle a eu la gentillesse de m'envoyer hier soir. Chers panélistes, nous avions posé 2 questions complémentaires en amont de cette discussion du jour. L'une concernait le design du système de financement international. On l'a formulé ainsi: compte tenu de l'évolution des richesses des pays, que signifierait rééquilibrer le système de financement de la lutte contre le changement climatique? Doit-on d'abord élargir les contributeurs, restreindre les bénéficiaires, changer totalement de logique de contribution? Donc ça, c'était la première question. La deuxième concernait le principe de responsabilité commune mais différenciée, avec la question étant formulée ainsi: reste-t-il aujourd'hui un pilier opérant ou est-il devenu un obstacle politique? Et si on le refonde, quel critère doit primer? La responsabilité historique, la capacité financière, les émissions actuelles ou autre chose? Alors je propose d'abord d'écouter ainsi Sylvie Lemay sur les questions et les enjeux de ce débat. Je signale avant de passer la parole à Sylvie la récente publication sur le site de la FERDI d'un document de travail de Sylvie Lemay intitulé Après Belém, refonder Rio, la responsabilité commune mais différenciée à l'heure du grand basculement. Vous trouvez ce document en français et en anglais. Et ce document s'interroge sur ce principe en matière de financement du changement climatique, notamment au regard de l'état du monde actuel en matière de répartition des richesses et d'émissions de CO2. Sylvie, je te cède la parole. Merci beaucoup et j'espère que vous m'entendez bien. Je suis vraiment très très heureuse, c'est vraiment un privilège de prendre la parole parmi ces panélistes très distingués et très sachants et surtout je me réjouis d'avoir la possibilité d'échanger sur un sujet qui n'est pas simple et qui, dans le domaine climatique, est néanmoins fondamental, qui est au fond celui de la justice sociale et environnementale sur laquelle est basé tout notre système de convention. Alors, aujourd'hui, mon propos, je le dis d'emblée, n'est pas de faire une révolution, mais plutôt de mettre à jour des concepts clés qui, en tout cas de mon point de vue, pour répondre à la question de Mathieu, sont des concepts qui doivent toujours fonctionner, qui me paraissent toujours pertinents. Alors, je vais essayer de partager mon écran.
Alors bon, très rapidement, un petit rappel de choses qui sont évidemment connues de la plupart, enfin certainement de tous les panélistes et de la plupart des auditeurs, mais l'architecture actuelle du changement climatique et du financement climatique dans lequel nous évoluons encore aujourd'hui est née au début des années 90. Elle repose sur un pilier fondamental qui est issu de la déclaration de Rio en 1992, qui est le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives. Ce principe de justice climatique et sociale est indiscutable et, comme je le disais, de mon point de vue, doit demeurer notre boussole. Pour mémoire, la responsabilité commune indique clairement la responsabilité collective que nous avons face à un bien commun qui se dégrade. Il est donc juste et nécessaire pour l'ensemble de la planète que chacun contribue à son maintien. Mais la différenciation entend refléter la situation différente de chaque pays en termes de responsabilité à agir. Et enfin, le concept de capacité respective signifie que les capacités économiques des pays sont prises en compte dès lors qu'il s'agit de soutenir financièrement les autres pays. Et à l'époque de Rio, le monde était vraiment divisé en deux, en tout cas d'un point de vue à la fois économique et émissions. D'un côté, des pays riches et industrialisés, pollueurs historiques, qui avaient un PIB par habitant beaucoup plus élevé que les pays en développement et qui sont regroupés dans l'annexe 1, qui comprend à la fois les pays qui étaient membres de l'OCDE en 1990 et les économies en transition, c'est-à-dire les anciens pays du bloc de l'Est soviétique. Les pays qui étaient particulièrement riches, et là on a les 23 pays qui étaient membres de l'OCDE, qui sont dans l'annexe 2 et qui étaient considérés comme des donateurs. Et enfin, une troisième catégorie qui était les non-annexes 1, drôle d'ailleurs de définition, et pour laquelle il n'y avait pas de liste, puisque c'était l'ensemble des pays qui n'étaient pas listés ni en annexe 2 ni en annexe 1. Et donc, comme je le disais, il y avait un vrai contraste entre ces deux groupes, et donc il paraissait juste, logique, que les pays du Nord, annexe 1, réduisent leurs émissions en premier, et l'annexe 2 finance, qui est une sous-partie de l'annexe 1, l'annexe 2 finance la transition des pays dits du Sud ou des pays en développement. Ces 30 dernières années, en fait, ont été le théâtre d'un développement économique extraordinaire pour de nombreux pays qui marquent d'ailleurs une victoire historique contre la pauvreté à l'échelle mondiale. Donc en 1990, les pays donateurs historiques de l'annexe 2 concentraient 66% du PIB mondial et avaient un PIB par habitant beaucoup plus élevé, comme je le disais, que celui des pays en développement. Aujourd'hui, il ne pèse plus que 33% de ce PIB. Et là, sur la slide, vous voyez plutôt l'annexe 1 et non annexe 1, mais vous voyez que la tendance est exactement la même. Donc, on a une véritable modification des poids. Et à l'inverse, les pays dits en développement, donc non annexe 1, sont passés de 28% à 58% de la richesse mondiale. De plus, il y a un point assez important, c'est que cette différenciation stricte entre deux groupes de pays qui existaient au moment de Rio est beaucoup moins nette aujourd'hui. On a même en réalité une sorte de continuum de développement que l'on regarde en termes de PIB, PIB par habitant, etc. Une sorte de continuum de développement complexe, nuancé, entre les pays en développement eux-mêmes, ou en tout cas les pays dits en développement eux-mêmes. Alors le basculement que j'indiquais pour le PIB est encore plus spectaculaire sur le plan des émissions, puisque les pays en développement émettent désormais 70% des gaz à effet de serre de la planète, contre seulement 39% en 1990. Donc avec là aussi, donc en réalité un vrai effet de ciseau sur ces deux indicateurs. Avec une accélération d'ailleurs des émissions depuis les années 2000, que l'on voit sur ce graphe. Et cette
ce basculement est en réalité aussi exact lorsqu'on regarde les émissions cumulées. Beaucoup moins nettes, évidemment, hein, ce qui est logique, mais on a quand même aujourd'hui l'annexe 1 qui ne fait plus que 52% de toutes les émissions historiques. L'annexe 2 en fait 43% et les non-annexes 1 font 48%, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui pratiquement à moitié-moitié entre les pays dits en développement et les pays développés, alors que, je n'ai pas repris là sur le tableau, mais alors qu'on avait là aussi des poids complètement différents, évidemment, en 1990. On a aujourd'hui en particulier des pays, et donc, comme la Chine, ça je pense que chacun le sait, qui non seulement émet en pourcentage de 2024, pardon, 30% des gaz à effet de serre mondiaux, mais dont la responsabilité historique cumulée, c'est-à-dire le tableau que l'on voit, est aujourd'hui équivalente, voire légèrement supérieure à l'ensemble de celle de l'Europe. Pourtant, la liste des pays de l'annexe 2 n'a pas été mise à jour et c'est toujours celle de 1990. Et de fait, on a des pays aujourd'hui qui sont plus riches, beaucoup plus riches, ou qui sont fortement émetteurs et qui sont toujours classés soit en annexe 1, soit en non-annexe 1, et donc éligibles évidemment pour recevoir des fonds climatiques. Donc ça, c'est la première observation finalement sur ce qui s'est passé, je dirais, en 30 ans. Deuxième observation, c'est qu'au fond, au sein des pays développés de l'annexe 2, on a des contributions financières qui sont très inégales. Et donc, on n'a pas un poids de l'ensemble du financement qui est réparti de façon, plus linéaire, on va dire. Et donc, par exemple, si on prend juste l'année 2020, et chaque année, ça change un peu, donc on n'a pas forcément les mêmes pays, mais en tout cas, en 2020, on avait 3 pays qui étaient vraiment, qui finançaient particulièrement le changement climatique, et donc Japon, Allemagne et France, à eux seuls, faisaient 70% de l'aide bilatérale mondiale pour le climat. Donc, je ne parle pas du multilatéral, hein, je ne parle pas ici des banques de développement, ni du Fonds vert, mais sur l'aide bilatérale, on a 3 pays qui font 70%. On a un think tank anglais qui a regardé, donc ODI, qui a regardé ce qu'on pourrait qualifier d'une juste part, en tentant au fond de regarder ce que théoriquement les pays devraient, ce à quoi ils devraient contribuer en prenant en compte leur population, leur PIB et leurs émissions. Tout ça est évidemment tout à fait sujet à débat, mais enfin, ça peut être intéressant. Et il montre bien que les pays contribuent de façon très, très diverse par rapport à leur juste part. La France, et cela, ce n'est pas très étonnant parce que les émissions de la France par habitant sont quand même plus faibles dans la moyenne que celles des pays développés à cause d'une électricité complètement décarbonée. Mais la France, en gros, contribue à hauteur de 226% de sa juste part, c'est-à-dire le double. Et les États-Unis sous-contribuent massivement puisqu'ils ne contribuent qu'à hauteur de 41% de leur juste part en 2023 et par ailleurs se retirent à nouveau de l'accord de Paris. Donc on a des contributions inégales et une modification au fond des poids respectifs des pays dans le monde. Du coup, les catégories qui aujourd'hui n'ont pas bougé, les pays qui faisaient partie de l'annexe 1 et l'annexe 2 restent identiques, quelles qu'aient été les variations du monde. Et ces catégories, je pense qu'on peut dire qu'elles sont aujourd'hui tout à fait obsolètes. Alors, au fond, quelle est la conséquence de ces catégories obsolètes? Qui en paye le prix? Parce qu'il y a toujours forcément des victimes, si je puis dire, d'une inaction ou en tout cas d'une absence de mise à jour. Eh bien, deux catégories de pays, de mon point de vue, les pays les plus pauvres et vulnérables, qui manquent de financement, en particulier pour l'adaptation climatique, car la base des contributeurs est restreinte. Elle est restreinte aux 23 pays d'origine, même si je pense qu'il faut, par honnêteté, dire qu'il y a des pays
qui sont en particulier dans l'annexe 1, qui ne sont pas des pays donc annexe 2 et qui contribuent volontairement au climat, en particulier au Fonds vert. Je pense à un pays comme la Corée qui a contribué assez significativement. Mais celle des bénéficiaires est également très vaste. Et donc, on a, d'une certaine façon, toute chose égale d'ailleurs, par ailleurs, et avec un montant donné de financement, au fond, des pays qui manqueront de financement par rapport à ce qu'ils pourraient légitimement, ce à quoi ils pourraient légitimement prétendre si les catégories étaient remises à jour. Et puis les pays européens parce que les pays ont été en ligne avec leurs obligations de pays de type annexe 2, c'est-à-dire qu'ils ont diminué leurs émissions de 34% depuis 1990. Et bien évidemment, c'est un sujet, on peut toujours penser qu'il aurait fallu faire plus vite et mieux, mais c'est tout de même une vraie diminution, c'est même le seul bloc géographique à l'avoir fait. Et par ailleurs, c'est des pays qui ont compensé la faiblesse des contributions américaines, puisque même si les 100 milliards qui étaient prévus à Copenhague ont été abondés tardivement par rapport à ce qui était prévu en 2020, ils ont été abondés en 2022 selon le CDE. Néanmoins, ils ont été abondés grâce à des pays qui ont pris le relais d'une sous-contribution américaine. Donc, le risque qu'on a aujourd'hui, c'est une forme de sentiment d'injustice qui peut prévaloir parmi ces deux catégories de pays pour des raisons différentes et qui peut, de mon point de vue, remettre en question la bonne volonté de contribuer au climat tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, sans nier le fait qu'il y a probablement des besoins de réformer tout un tas de choses, peut-être au-delà des points que nous sommes en train d'aborder, mais il me semble qu'il faudrait tout simplement revenir aux bases, c'est-à-dire mettre en œuvre et faire une mise à jour de la notion de responsabilité commune, mais différenciée, et de capacité respective. Les responsabilités communes signifient que chaque pays a un rôle à jouer et donc c'est une responsabilité de chacun des pays de préserver ce bien commun, donc de faire une contribution nationale et d'avoir une action climatique dans son propre pays, quelle qu'elle soit, puisque l'accord de Paris n'est pas prescriptif en la matière. De revenir d'appliquer ce qu'on appelle les responsabilités différenciées, qui signifiait très clairement dans l'article 3 de la CNUC que c'est les grands émetteurs qui doivent diminuer plus rapidement leurs émissions que les autres, et donc certainement exiger finalement de ces grands émetteurs, ou en tout cas demander une contribution similaire à celle qui a été demandée aux pays de l'annexe 1 à l'époque. Et puis, des capacités respectives qui, là aussi, de mon point de vue, doivent être revues, puisque les pays les plus riches doivent effectivement continuer de financer les moins riches, mais avec une mise à jour de la base de donateurs, et aussi, de mon point de vue, pour répondre aux questions que soulevait Mathieu, une mise à jour qui devrait devenir un peu routinière et ne pas en faire une sorte d'apocalypse à chaque fois qu'on doit remettre à jour une base. Après tout, le développement est quelque chose de bénéfique et de positif. Et donc, il serait logique que chaque année ou tous les 2 ans, on regarde tout simplement où en sont tous les pays. C'est tout de même quelque chose d'assez naturel. Alors, évidemment, les critères sont un grand sujet sur lequel on peut discuter à l'infini, et c'est peut-être d'ailleurs l'objet en tout cas, ça pourrait être l'objet d'un séminaire en soi, mais en tout cas, nous pourrions commencer à en débattre. Et puis, pour les capacités respectives, il y a aussi un sujet sur les bénéficiaires, puisque au fond, il serait certainement utile de cibler l'aide, en tout cas cette aide bilatérale publique, sur les pays qui ont les plus faibles capacités. Voilà donc un peu la base qui était au fond la philosophie de Rio et de mon point de vue sur laquelle il serait utile de revenir. Et avec une question évidemment qui se pose, c'est comment préparer une telle réforme, puisqu'au fond, la Convention climat ne prévoit pas une mise à jour facile. Comment préparer cela sur des bases à la fois équitables et scientifiques? Voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Sylvie. C'était très éclairant. On comprend en vous écoutant que le système sur lequel repose le financement de la lutte contre le changement climatique a besoin d'être réformé. Sans quoi vous dites, il fera face à des difficultés importantes et croissantes et inopérantes. Vous suggérez des pistes de rééquilibrage très intéressantes et ouvertes au débat. Pour en discuter ou pour apporter des éléments complémentaires, nous allons entendre tout d'abord à Gaïa Larsen qui nous a rejoint et je vous remercie Gaïa de vous être rejoint à notre discussion. Je rappelle Gaïa que vous êtes directrice de l'accès au financement climatique au Centre pour la finance durable du World Resources Institute. Alors votre présence est d'autant plus intéressante parce que le WRI a publié nombre de travaux et d'outils aussi sur les questions posées par ce webinaire. Gaïa, sans en plus attendre, je vous cède la parole. Thank you very much. Merci And I'm also beaucoup. going to share some Je vais slides également just partager une to présentation pull from a tool that we did publish in the pour run-up vous to présenter the un outil que nous avons publié COP29, actually. So juste it, avant la COP let's 29. see if we can get this there. Hopefully Donc, you can all j'espère see that. Let me know if you can't. que vous pouvez So voir ma I présentation. will be talking Yes, about we can see it. Good, Oui, good. nous Perfect. voyons bien votre So présentation. I was talking about very similar themes Je vais parler de sujets but similaires, I will be showing maybe a little bit of information around how do we mais exactly je vais decide vous who partager de should provide finance l'information and a autour little de bit also qui on devrait policy. fournir le So financement et qui devrait le there's recevoir. different actors who should be providing finance, right? Il y a différents acteurs qui devraient We all fournir un know, okay, financement. governments. Those Nous are le the savons ones that tous. agreed Les gouvernements, en with premier the lieu. UNFCCC to in Ils some font way partie get de down la to providing CNUC. funds Ils se sont mis individually and in other ways. d'accord sur And l'approvisionnement de fonds. there are then different elements that one can consider when deciding which government. Ensuite, il y a plusieurs As you critères heard in the previous quant au presentations, choix we have a des list, but it's gouvernements. sort of outdated at this Nous point. But avons then the une question is, well, liste how do you update it? qui Who est un gets to petit be put on peu that list? vieille, mais And comment is it a la list mettre or à is it jour? something else? And there are different factors, right? You can say, Il y a I différents think the facteurs. obvious one is income level. If you have enough money at this point Facteurs importants, les to revenus, le be, niveau de revenus. in the higher levels of income, then Si vous you faites should partie be des pays à probably in haut this revenu, category. vous devriez être dans cette GHG catégorie emissions as de pays well. donateurs. We have the sense Les that émissions de if you gaz à put effet out de a lot of serre, emissions into the atmosphere, you si vous have êtes more un responsibility. émetteur important de gaz à effet de serre, vous avez une Then, should we responsabilité consider accrue. though climate vulnerability? Should Ensuite, countries la that have high emissions vulnérabilité low, climatique, est-ce qu'on devrait la but prendre also en high compte? vulnerability and therefore high costs internally? S'il y a une Should haute vulnérabilité, they il y a des should that coûts be okay internes considered? importants. Est-ce qu'on devrait And donc what about prendre en other compte ce historical facteur? factors like Il y a d'autres some facteurs people say, historiques également. but we've had this whole history of Certaines personnes colonization disent, and power dynamics, on a and toute it's not cette just as histoire de easy as saying colonisation, how de much money do you dynamique, have de today, how many pouvoir. emissions, provide funding. So that gets into some Donc cela relatively difficult, I think, territory to présente parse out, but I des think it's worth difficultés. mentioning that there is Les débats sont souvent houleux, mais il y a cette idée, en tout cas, de justice, une idée complexe qui prend ses racines dans l'histoire. Nous allons parler des trois premiers facteurs que j'ai listés. Nous avons publié un outil disponible sur le site WRI. Avec cet outil, vous pouvez créer différents scénarios par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, au niveau de revenus. Ici, j'ai quelques exemples pour montrer que l'outil n'apporte pas une réponse unique. D'un côté, on peut prendre les données de revenus d'émissions de gaz à effet de serre. Quel pays a les plus hauts revenus? Quel pays émet le plus de gaz à effet de serre? Et ici, c'est ce qu'on a sur la partie gauche de l'écran. Si on prend le total des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la taille de l'économie, ici on a un peu un top 10 des pays. Mais la Chine et l'Inde, particulièrement,
disent que leur population est trop importante. Juste parce que nous avons une économie importante, cela ne veut pas dire que nous devrions être dans le top 3 des pays donateurs. Donc, on peut regarder les chiffres par habitant. C'est ce qu'on trouve à droite de l'écran. Et là, on peut voir, bon, peut-être que l'Islande ne devrait pas être le premier pays donateur. Si l'on prend les chiffres par habitant, on obtient des résultats un petit peu étranges parce qu'on ne prend pas en compte euh, le poids du pays. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire non plus. Un autre scénario, c'est si on essayait de combiner ces deux facteurs. Le scénario total et le scénario par habitant. En combinant ces deux facteurs de façon à trouver une pondération adéquate. Donc, voilà un de nos résultats en utilisant l'outil. Donc ici, on a pour la pondération les revenus un petit peu plus hauts que les émissions. Si on a un pays qui émet beaucoup, mais un pays qui est assez pauvre, ils ne seront pas forcément considérés comme pays donateurs. Donc peut-être que le niveau de revenu est un petit peu plus important quand on essaie d'établir la liste des pays donateurs. Et c'est le principe même des pays annexes 2. Mais évidemment, le taux d'émission est également important. Donc, émission totale et le revenu national brut par habitant avec parité pour le pouvoir d'achat. Et on a également exclu les pays les plus vulnérables, donc en dessous des 50% de l'indice GAIN. Ça n'a pas un impact, mais nous avons essayé en tout cas d'inclure la vulnérabilité climatique dans notre calcul. Peut-être que certains sont inquiets par rapport au PPA, la parité de pouvoir d'achat. Et ici, sur le graphique, les pays jaunes sont les pays de l'annexe 2, donc les pays qui sont à juste titre donateurs. Ici, on voit clairement un pays à part, les États-Unis en première position. Et ici, il y a un élément frustrant, l'élément de la politique. Ce pays numéro 1, aujourd'hui, ne joue pas son rôle, ne remplit pas ses obligations. D'autres gouvernements aux États-Unis ont fait plus d'efforts, mais ils ne remplissent pas leurs obligations. Ensuite, la Chine, l'Allemagne, le Japon, la Russie, le Royaume-Uni, la France, le Canada, etc. Il y a de nombreux pays annexes 2 dans le top 10. Mais si on prend en compte le top 20, il y a de nombreux pays qui ne font pas partie de l'annexe 2. Voilà une façon d'approcher cette nouvelle liste. There's of course also the question which we can have lovely data on who should be Les données, contributing, évidemment, c'est très bien, mais comme je l'ai dit, avec l'exemple des États-Unis, il y a la question de la création d'un accord auquel les pays pourront adhérer. Is it a new list? Is it
Est-ce que ce sera une nouvelle liste? Est-ce que ce seront des paramètres où un pays pourra s'auto-déclarer donateur? C'est peut-être plus faisable. Comment faisons-nous avancer le débat? There's an indication that, okay, now we're going to count all the MDB finance, regardless of whether it's provided just by developed countries um, or by everyone. It used to be that we would just count the ones that Par le basically passé, take the percentage of the funding that reflects the nous prenions en MH2 countries. compte le pourcentage There's complications around this. India de said, no, I don't want to do financement that. We'll see des what pays actually annexes happens in reality, but 2. it seems like Cela there's an ne opening to this plaisait conversation taking pas à place. tout The le monde, question is, mais how do we continue that conversation? Now, la private conversation est sector, very possible et il briefly. faut maintenant savoir comment Clearly, they're mener not part of the ces negotiations, débats. but they're a really important part of the Maintenant, equation. le secteur privé, ils ne font pas Some partie des débats, companies are the size of mais le countries, secteur of, privé est important. relatively Certaines large entreprises countries, and font la taille they économique de have pays emitted importants very high amounts of emissions. So, et les entreprises sont également de grands émetteurs. how to bring these companies into the conversation Donc, is comment a amener ces different question, entreprises right? dans les On the one débats, hand, you can talk c'est about une autre including question. them in UNFCCC more. On pourrait That's les a inclure dans la possibility. CNUC, But you can also c'est talk une about possibilité. what can governments do, and what can companies do to themselves to kind of agree to be included in different ways. So we have this starting Comment in les the entreprises pourraient être maritime inclus par angle conversation, les which gouvernements? unfortunately was sidetracked, but hopefully it will come back Il y a again. eu des Conversation about débats aviation fees, which à France has been a real l'OMI, leader in. mais ces débats It's n'ont also pas true of windfall abouti. tax. Il y a également Right eu now, les the redevances fossil fuel aéronautiques, industry notamment en is France, having et il y a les very high impôts profits, unfortunately, because sur of this war. les So énergies is there fossiles. a Il y a windfall tax or énormément some sort de of débats mechanism we can say, aujourd'hui autour hey, des énergies let's take fossiles, très this money profitables, and notamment move avec la towards guerre en climate ce moment. resilience or Donc peut-être qu'une forme mitigation in d'imposition, developing countries. de taxe, pourrait être une And then solution. just finally on the notion of who receives the Et money, I think this enfin, is en termes de qui devraient être les as we said, bénéficiaires, a topic for future conversation, but c'est un there sujet is really pour interesting things to une, figure out une here. autre Of course, présentation, on the mais il level y of a de nombreuses development, choses à dire sur ce income sujet level is a également. really important factor there. Climate vulnerability is Le also a niveau very de important développement factor. est extrêmement important, If your la country is vulnérabilité about to climatique basically également. under the water in some Si decades, votre like pays va how do littéralement we pay for couler that? How do we help dans you? plusieurs décennies, Emissions is also comment a faire question, face right? à Because cela? Comment payer pour faire the face à whole world cela? needs emissions to go down. The more Il y a la higher emitting question du niveau countries are not d'émissions. usually the poorest Nous avons countries, tous besoin que but les émissions they might baissent need financial assistance to shift et their les pays emissions, les right? plus So there is this pauvres debate about, auront well, peut-être besoin how much d'assistance d'aide concessional public funding, financière for example, do you pour provide towards baisser the public leurs good of emission émissions. reduction versus helping really Mais il vulnerable faut countries deal with climate trouver impacts un and helping them équilibre entre develop le along financement, low le emission niveau de pathways, revenu but du a lot of times pays, le niveau the d'émission low du emission pays. pathways are not going to be what tips the scale in terms of global emissions. So that was it for me. Thank Donc you so voilà, much j'ai for fini the ma invitation. présentation. I'm happy to answer any questions Merci at any beaucoup point. de m'avoir invité. Je peux répondre à toutes vos questions, évidemment. And I will stop Je vous en prie, merci beaucoup, Gaïa. Bon, ce que vous présentez là est très éclairant, notamment pour bien avoir en tête les différentes dimensions à prendre en compte pour voir comment ce système de financement pourrait évoluer, mais aussi que le financement du climat concerne également le secteur privé, bien évidemment. Comme vous l'avez dit, le dernier point que vous avez soulevé, à savoir qui devrait recevoir ces financements ainsi mobilisés, fera l'objet du prochain webinaire de la FERDI consacré aux questions de financement et dont Patrick Guillemot a parlé tout à l'heure. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Karim Elhenaoui. Donc je rappelle que Karim Elhenaoui est président exécutif du Policy Center for the New South au Maroc et qui est vice-président aussi exécutif de l'Université Polytechnique Mohamed VI. Donc Karim, comment voyez-vous l'avenir de ce système international de financement du changement climatique? Bonne question, cher Mathieu. Merci pour l'invitation. Je ne lis pas le futur, mais je vais partager un peu. Je ne suis pas non plus un spécialiste pointu du sujet, mais je suis en interaction
sur les questions de développement, en particulier de l'Afrique, avec de nombreux acteurs de la décision de politique publique ou chercheurs académiques et autres. Euh, je vais être un peu provoqué pour un peu stimuler la discussion. Euh, Ça me paraît presque une discussion ontologique à date. Euh, Presque désincarnée et détachée des réalités perçues par les décideurs au-delà des cercles de spécialistes. Aujourd'hui, si vous me dites on va taxer les prix du pétrole, je vais vous dire ce que vont en faire les gouvernements. Si on va taxer les compagnies pétrolières, ce qui a été dit par Madame Larsen à l'instant, qui est une mesure qui fait du sens, taxer le carbone, etc., au point de vue d'un économiste, mais vous savez ce qui va se passer, mon cher Mathieu. Ça va servir à se financer l'industrie de la défense, ou ça va servir à créer un bouclier sur les prix, les prix à la pompe pour les citoyens qui ne sont pas très heureux dans beaucoup de pays. La réalité, c'est celle-là. Donc je crois que pour le premier point que je voudrais faire, c'est qu'on a un problème de méthode. La méthode qui a été employée, qui est une bonne méthode dans un multilatéraliste, etc., cette méthode me semble plus opérante aujourd'hui. Et ce n'est pas à dire que j'ai une solution nécessairement, mais je vais proposer quelques pistes. Mais en tout cas, cette méthode, disons, juste, qui est fair, qui est équitable dans ses principes philosophiques, dans ses valeurs, etc., portée par des pays de l'OCDE, mais partagés aussi par des pays à revenus moyens intermédiaires comme le Maroc ou d'autres, me paraît plus fonctionner aujourd'hui. Et donc, je crois que, euh, et c'est révélé par les échecs maquillés en semi-succès difficilement des différentes COP depuis quelques années, depuis Paris. Je crois qu'on a atteint un moment paroxystique à Paris et que la dérivée est devenue quelque part négative depuis, malheureusement. Euh, donc il y a un vrai problème de méthode qui ignore le contexte, qui est un contexte qui a considérablement changé. Vous l'avez dit, Madame Lemaitre, depuis le départ, qui a changé d'abord parce que les pays sont devenus riches, en fait, plus riches, etc., mais aussi le contexte politique et ce que nous demandent les populations dans les pays a fondamentalement changé. Les attentes des citoyens européens aujourd'hui sont évidemment en demeure sur des questions climatiques, mais beaucoup d'autres demandes se sont accumulées depuis notamment le Covid en termes de ce qu'elles attendent de leur gouvernement. De ce qu'elles attendent de leur gouvernement. Et là, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Il est vrai que les populations sont plus enclines à accepter des réformes ou des systèmes de financement euh, sur les émissions. Il n'y a pas de doute, et y compris en Chine, et c'est peut-être de là que viendra la réponse finalement, en termes de méthode. On n'est plus sur un système de responsabilité commune, partagée et différenciée, mais sur un système peut-être de responsabilité précise. Je veux dire, et donc des rapports plus politiques. Et le contexte l'y autorise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ce sera mon point un peu sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. En réalité, dans un monde plus politique, plus dur, qui est celui qu'on voit se dessiner sous nos yeux, l'acceptabilité euh, de coopération politique et non plus fondée sur des systèmes d'équité multilatéralistes est acceptable. Donc si par exemple l'Europe veut davantage faire avec l'Afrique, on peut faire des choses ensemble sur des projets précis plutôt que sur des systèmes un petit peu de type onusien qui me semblent plus opérants et avec des dimensions de contraintes également. Je pense que le CBAM européen en est un exemple. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est des rapports de force qui devront s'imposer autour de cette question du climat et des contributions des uns et des autres. Donc je pense que plutôt que de chercher à dire, bon, nous, on a fait ce qu'on devait faire, on a été très sérieux, particulièrement européens, et les trois pays qui nous ont été présentés, oui, bien, mais ça ne suffit pas.
On peut, on a joué le jeu, mais dans ce contexte-là, il me semble que la méthode n'est plus la bonne. Et d'ailleurs, beaucoup de pays ont déjà pris acte. Ça ne se dit pas, mais je crois savoir que l'ensemble de l'aide publique au développement, cher Patrick, malgré tout, elle est dans ce bain global de l'aide publique au développement. Il est difficile de le délier et sera de plus en plus politisée. Et donc, je ne crois pas beaucoup à ces fonds collectifs, ces fonds multilatéraux pour apporter des solutions. Je crois plutôt à des fonds orientés sur la base des intérêts politiques des pays et de l'Europe, avec leurs partenaires avec qui ils veulent avoir des relations. Nous, de ce côté de la Méditerranée, nous sommes demandeurs de relations plus politiques, donc plus stratégiques, politiques au sens noble du terme, plus stratégiques avec les amis, en fait, hein, sur la base de nos intérêts partagés. Donc le one size fit all, le saupoudrage, par exemple, de la politique européenne de voisinage, moi, Maroc, je considère que je suis un partenaire stratégique, pour le dire de manière plus claire. Je ne connais pas l'audience, mais de non spécialisé. Je considère que nous sommes un partenaire plus stratégique que nombre d'autres pays dans la Méditerranée et qu'à ce titre, on doit avoir une coopération approfondie et qui doit inclure le climat. Parce qu'encore une fois, l'appétit du côté des citoyens, et notamment des nouvelles générations, des jeunes, il y a une vraie demande pour réduire les émissions à effet de serre. Il n'y a pas de doute. Mais comment changer la méthode? Et il me semble que la seule voie qui s'ouvre à nous si on veut faire des choses à court, moyen terme, la seule voie qui s'ouvre à nous, ce sont des coopérations réduites au niveau des régions, en passant en particulier par les banques de développement. Je crois que savoir que l'AFD a beaucoup fait, par exemple, sur le climat en Afrique, mais la Banque africaine de développement me semble être un partenaire central si on veut communautariser une partie des réponses, une partie de la réflexion. Ce sont ce type d'instruments qui me semblent être des outils plus opérants que les discussions qu'on a eues depuis 1992 et qui sont, encore une fois, dont je partage les sous-jacents sur l'équité, les fondements moraux, etc. Euh, et donc, ça commence aussi, et c'est mon dernier point, et ça commence d'abord à la maison, si vous voulez. Je crois que ça commence par des politiques domestiques. Et là, je crois que les nouvelles sont plutôt meilleures. Ça revient à ce que je disais sur les demandes des citoyens et les exigences des citoyens dans nombre de pays, y compris en Chine, évidemment, qui reste le principal contributeur ou l'un des principaux contributeurs, dépend comment on le mesure, mais qui a malgré tout si vous voulez, une pression interne pour faire des progrès euh, dans ce domaine-là. Donc voilà, la question, en fait, au-delà de, voilà, 30 ans après Rio, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de manière efficiente, et en particulier dans une région à laquelle j'appartiens, qui est celle de l'Afrique, donc l'Afrique-Europe. Que peut-on faire ensemble de concret? Comment monter des mécanismes de financement qui impliquent le secteur privé, qui ne soient pas nécessairement et sortir finalement de cette logique réparatrice dont vous nous avez montré, Madame Lemaitre, qui quelque part est en train de se diluer en réalité par rapport ce qui a fondé la volonté de la communauté internationale en 92. Donc l'objectif reste valide, l'aspiration est fondamentalement juste et équitable, fondée évidemment sur les impacts du climat sur notre planète, mais la méthode doit évoluer, prendre en compte le contexte et peut-être doit être moins ambitieuse et plus régionalisée, centrée sur la base d'intérêts partager et reconnaître la dimension fondamentalement politique finalement de l'évolution des relations entre pays dans le contexte actuel. Donc il faut prendre acte de cela et peut-être prendre acte avec déchirement, avec tristesse, avec nostalgie de la fin d'un paradigme, si vous voulez, de la fin
peut-être temporaire, qui sait, transitoire, mais en tout cas de la fin d'un paradigme, tout en mettant de manière plus dure les responsabilités là où elles sont aujourd'hui chez les grands émergents euh, pollueurs, en fait. Donc, c'est là, me semble, quelque part l'enjeu. Et si on veut aussi parler aux jeunes générations, euh, je crois que c'est pour des réponses assez concrètes, finalement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karim, pour cette vision alors plutôt tranchée d'un système que vous estimez, si je reprends bien vos mots, hein, potentiellement juste, en tout cas sur ses fondements moraux, mais qui s'avère désormais inopérant. Je vous note que vous prenez bien acte des difficultés actuelles majeures du multilatéralisme, que personne ne contestera, bien évidemment, et puis qui invite la communauté à réinventer la méthode en profondeur, hein, si je reprends là aussi vos mots, avec cette idée de retour, alors si je comprends, à des projets régionaux structurants, mais aussi à une plus forte, vous l'avez noté, une plus forte responsabilisation des émergents parmi les plus grands pollueurs. Merci beaucoup. Je passe sans transition à Amrita Goldar, Goldar, justement parce que vous avez mentionné le rôle des émergents et je serais intéressé justement, et nous sommes tous intéressés par avoir le point de vue de chercheurs et de think tanks de grands pays émergents comme l'Inde ou la Chine. Amrita, je rappelle, vous êtes chercheuse senior au Conseil indien pour la recherche sur les relations économiques internationales, ICRIE. Je vous cède immédiatement la parole. Merci beaucoup. Thanks a lot. So very interesting presentations. Merci beaucoup. Ces présentations sont très intéressantes. J'ai pris beaucoup de notes, mais je vais jouer l'avocat du diable. On essaie de voir ou de parler du comment on doit financer la lutte internationale contre le changement climatique. C'est le premier de 3 webinaires. La question, c'est qui va obtenir ces financements, quels sont les prêts concessionnels, etc. Souvent, il s'agit de trouver des capitaux qui sont patients, je veux dire qui peuvent attendre les résultats. Mais hélas, ceux qui reçoivent le capital, eux ne sont pas patients, ils ne peuvent pas attendre, ils ont des besoins urgents. Donc on a d'un côté la patience et de l'autre l'impatience. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui n'engage que moi en tant que chercheuse. Tout d'abord, l'Inde, dans la lutte contre le changement climatique, nous n'attendons pas la communauté internationale. Si vous regardez les chiffres, et j'ai des chiffres devant moi, ça c'est une étude qui a été menée en 2024. 83% des actions pour l'adaptation ont été financées nationalement et encore plus pour les actions d'adaptation. Donc, il y a des pays qui vont vraiment au-delà de ce qu'on leur demandait au départ. Nous ne pouvons pas attendre la révolution, comme Sylvie l'avait évoqué. Nous devons faire notre maximum. Tout le monde doit être un citoyen global, planétaire. Nous devons poursuivre nos engagements et chaque pays, hélas, doit faire cette démarche un peu seul. J'ai beaucoup aimé la présentation de Gaïa. Elle a regardé les différents pays ensemble et les a comparés par rapport aux émissions. Et ensuite, elle a mis les pays ensemble, mais je n'ai pas vu la place de l'Inde dans vos tableaux. Alors, quand je parle de la contribution de l'Inde et la responsabilité de l'Inde, encore une fois, ça n'engage que moi.
Je crois encore dans les accords multilatéraux. Nous avons observé le processus de près et les choses peuvent se passer si les gens travaillent ensemble, si on met nos meilleurs chercheurs ensemble. Donc, moi, je dirais que si on modifie les accords, il faut le faire en additionnant des choses et non pas en enlevant des choses. Il faudrait peut-être travailler lentement, mais de manière pragmatique. Les choses ne vont pas se résoudre du jour au lendemain. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une approche. Il faudrait peut-être parler de l'atténuation. Il faut peut-être différencier les différentes approches pour les différents aspects du problème du changement climatique. On parle des capacités respectives, des capacités historiques. Je pense qu'il faut aussi parler de la capacité à adopter. Si vous jetez de l'argent sur un problème, cela ne va pas le résoudre. Je pense que beaucoup de ce financement peut-être a été alloué à des renforcements de capacités, par exemple, ce qui devrait permettre au pays de bénéficier pleinement des différents mécanismes et des nouveaux programmes. Et du point de vue de l'Inde, et en tant qu'économiste, moi je pense qu'il faut voir le coût de la mitigation. Dans les pays du Sud, il y a beaucoup d'options qui peuvent exister pour cette atténuation. Il y a plus de possibilités pour la mitigation que pour l'élimination. Il y a aussi beaucoup de réformes qui sont en cours dans les secteurs de l'électricité et du transport en Inde. Alors, nous sommes en train de vraiment mettre en œuvre les programmes. Et donc, je reviens aux questions de Mathieu. Qu'est-ce qui guide le CBDRC? Et je dis ça en tant que chercheuse, oui, nos capacités à contribuer, notre capacité à contribuer s'est accrue, mais en même temps, ce serait donc additif. Il ne s'agit pas de substituer quelque chose à ce qui existait déjà. Il s'agit d'ajouter des mécanismes et des actions. Aussi, il faudrait qu'il y ait une grande transparence dans les contributions, qui sont les contributeurs et comment est-ce que les pays contribuent. Et deuxièmement, et ça correspond à la deuxième question, qui bénéficie? Il faut bien voir les contextes. Je pense que quand on parle des pertes et dommages, on peut bien identifier les communautés qui pourraient ou devraient bénéficier de ces financements. Mais je pense qu'on pourrait faire plus d'efforts au niveau de la qualité. Je n'ai pas parlé de la qualité des financements. Je pense que c'est Sylvie qui l'a évoqué. Le fait que vous ayez besoin d'avoir des équivalences parce que vous avez des capacités de remboursement qui sont importantes, mais tout à l'heure, je parlais de
le fait d'être prêt et d'avoir la capacité de vraiment mettre en œuvre les financements reçus. Et d'après mes études que j'ai menées personnellement, j'ai fait des recommandations précises sur les pertes et dommages. Et il y a aussi la question des catastrophes et les secours portés après les catastrophes. Ça, on ne peut pas attendre pour les avoir prêts sous la main, prêts à mettre en œuvre. Donc, il faut une structure qui regarde vers l'avenir. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent évoluer ou changer, mais tous ces mécanismes doivent rester en place pour accompagner les changements éventuels des mesures. Donc, cela permettrait à chaque pays de rester gouverneur de ses propres moyens. Merci, chère Amrita, pour votre intervention, d'avoir été l'avocat du diable, comme vous dites. Je retiens plusieurs points intéressants de votre intervention. Merci beaucoup. Je note que l'Inde n'attend pas la communauté internationale, puisque vous nous avez dit que plus de 80% des financements en matière de changement climatique en Inde étaient financés par l'Inde. C'est une statistique intéressante, bien entendu. Vous notez aussi que tout le monde va poursuivre ses engagements, mais un petit peu seul. Alors, c'est vrai que l'Inde a peut-être plus les moyens que d'autres, mais vous dites quand même encore croire aux accords multilatéraux. Ça, c'est un point de vue quand même intéressant. Euh, et je comprends à travers votre discours aussi que à travers il y a évidemment la responsabilisation s'évalue au gré de nombreux critères, comme d'autres panélistes l'ont mentionné. Vous rajoutez aussi la capacité à adopter la capacité d'absorption ou à adapter ces financements-là. En tout cas, merci beaucoup. Il y avait beaucoup d'autres choses, la qualité des financements, etc., bien entendu. Je vous remercie beaucoup pour ces interventions et nous pourrons poursuivre après dans la discussion de questions-réponses tous ces débats. J'ai le plaisir maintenant de pouvoir passer la parole à Justine Foulin, qui est arrivée, qui est en ligne, que je remercie beaucoup. Pour rappel, Justine Foulin est doyen de l'Institut d'économie structurelle nouvelle, l'INSEE, est ancien économiste en chef et vice-président senior de la Banque mondiale. Justine, the floor is yours. Well, thank you very much. Justine, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'accorder cette opportunité de prendre la parole aujourd'hui sur ce sujet très important. Before the webinar, the working paper by Sylvie Lament circulated to us. Nous avons reçu l'article de Sylvie Lemaitre avant le webinaire qui présente des arguments et des preuves très intéressantes et très solides. Il y a un besoin de réformer les mécanismes internationaux de financement pour combattre le changement climatique. Les pays à haut revenu, notamment ceux de l'annexe 2, doivent contribuer. Mais il y a de nouveaux pays à haut revenu. Ils ont également des responsabilités, ils doivent contribuer aux différents fonds. Il y a également la question des grands émetteurs, les émetteurs historiques et les nouveaux émetteurs qui doivent contribuer. Et toutes ces idées, je les soutiens entièrement. Mais aujourd'hui, je voudrais proposer quelque chose de différent. Il est également important de réformer les idées quant à comment nous utilisons les fonds pour soutenir le développement et pour lutter contre le changement climatique. Pour moi, il est essentiel que nous ne financions pas seulement le développement, un élément très important pour lutter contre
le changement we climatique, also need to have nous avons inclusive également development. Because if we besoin d'un provide financement inclusive plus inclusif, development in the global south, notamment pour le then Sud global. poverty and social instabilities, political Il y a instability la question de la will pauvreté, de become l'instabilité a big issue politique, for the world, not qui only for the vont, individual country, qui but sont also for the des world. problèmes importants pour le monde, pas But seulement how pour les can pays we pauvres, have mais pour le inclusive monde dans sa and totalité. sustainable development? Et comment avoir un I développement think inclusif we need to et include, durable? the SDGs. Je pense qu'il faut se tourner For vers example, les ODD, the SDG les objectifs de développement goal number durable. 1, no poverty. L'ODD Goal numéro number 1, 2, pas de zero pauvreté. hunger. Goal number Numéro 3, 2, good pas de health. faim dans le monde. And then Numéro there's 3, la santé, they are etc. all desirable for Tous for ces inclusive objectifs development. sont importants But pour how un can développement we have inclusif. another way to achieve that? Mais I comment think that job is essential. pouvons-nous atteindre ces If objectifs? people have Je pense que jobs, l'emploi then est they will not be essentiel. poor. Si les personnes They ne will sont have pas au fun to buy chômage, food. They will not be elles hungry. auront de And when they l'argent are pour sick, they acheter can à go to see manger. Si doctor. elles sont malades, They elles peuvent can aller have voir un good médecin. health. And job is essential, but we look currently, Les emplois the poor sont people actually they're essentiels. all working very hard. Mais aujourd'hui, on voit bien So que in that même les personnes definition, they pauvres do have ont job. des emplois et The travaillent issue is très that dur. their job are not decent, cannot earn sufficient income. Mais les emplois qu'ils And ont ne how sont come pas their de job are bons not emplois. Ils n'ont decent? pas un salaire Cannot give them suffisant. sufficient income to pay for their needs. Ils n'ont pas Because un salaire qui they leur are permet de mostly working financer in leurs besoins. traditional agriculture with low productivities, or in Peut-être qu'ils very travaillent low productivity, low dans paying service jobs. l'agriculture avec And des how can salaires très bas how ou can we dans les provide them with services, encore une fois, decent avec job? une productivité faible et I des think that salaires très bas. goal 9 Comment SDG, trouver de bons emplois? industrialization, would be essential. Because we know the world before the industrial revolution, we are all poor. Et And peut-être qu'il faudrait now une we have nouvelle a divided révolution world, industrielle. a Avant great la division, première because révolution some countries industrielle, get la plupart des industrialized. personnes étaient And so in that pauvres. regard, if we want to have Aujourd'hui, de SDG, nombreux we want pays to sont have inclusive growth, industrialisés. we have to have industrialization. Et But cette there's a dilemma there. industrialisation est nécessaire pour If les we ODD. follow the old way of industrialization, emission of Si nous CO2 will poursuivons increase. cette voie, cependant, les Will émissions de make gaz à effet de serre the vont fight augmenter. against the climate change become even harder. Et donc, la lutte contre le Luckily, changement climatique sera now encore green plus technology ardue. Mais are heureusement, aujourd'hui, available. nous avons The green des technology, des like technologies solar vertes, power, comme wind les panneaux power, solaires, renewable, l'énergie verte, energies, and les so on, énergies renouvelables. actually it's cheaper Et toutes ces than énergies the sont parfois dirty moins chères que les energies énergies today. fossiles. So there's a way to achieve green industrialization. Donc, nous pouvons atteindre But the une issue is that industrialisation verte. green industrialization not become possible. Industrialization is desirable. However, most countries in the world Cependant, la since the plupart Second World War, des pays dans le they monde, know the depuis importance la Seconde of Guerre mondiale, industrialization for raising savent à quel income point and so on. l'industrialisation But est most of them importante. failed. Most of them, not only made a progress towards industrialization, Il they y a eu encountered un the progrès premature industrialization. vers l'industrialisation, mais il y a But peut-être eu une industrialisation premature prématurée. deindustrialization is not a fact. Because yes, some group of countries in Latin America, some group of countries in Africa, Certains they pays encountered en Amérique du Sud, en the Afrique, premature deindustrialization. ont fait face à cette But industrialisation other prématurée. countries in East Asia, Mais d'autres in the same pays time, en they do Asie de l'Est achieve continuous progress in industrialization. ont réussi à And atteindre un so, progrès continu we dans need to learn l'industrialisation. some lessons Et donc nous devons en from tirer des the leçons. successful
catching up country, they realize the industrialization. Certains And this pays is an ont area rattrapé my les pays institute, New industrialisés. Structural Economics, try to make a contribution. Et The c'est là way que to make mon organisme industrialization intervient to à be travers des successful contributions. and Comment later to atteindre une provide industrialisation decent job couronnée de and succès continue rise of income. pour One de basic bons emplois principle et une is that augmentation des they salaires? need to follow the competitive advantages of their economy in the process of their industrialization drive. And the Le reason why other processus countries fail, est because complexe. very Certains often they pays are too échouent ambitious. car ils sont They will parfois not trop follow their ambitieux. competitive advantages. And so, the firm, the sector they want to build up were not competitive. And the government Certains would have secteurs to ne sont pas protect them, compétitifs. subsidize land, and with all kind of Les interventions. gouvernements doivent And that was the protéger reason ensuite ces they failed. secteurs et And cela that was the amène un story échec de from l'industrialisation. 1960 to 1970s. Ça a And été le after cas the pendant les années 1980s, 60, les années because of many 70. reasons, the government would not support the industrialization, and so Dans les some années 80, countries, certains their gouvernements ne all the souhaitaient pas industry soutenir failed and the industry cannot emerge. l'industrialisation. Certains So secteurs from this kind of se sont understanding, effondrés. I think we also need to reform our development ideas C'est pour ça que je pense and que nous devons to réformer notre idée support the du country développement to même. do the green Nous devons soutenir industrialization les pays dans along their l'industrialisation competitive verte advantages. If this kind of idea en s'appuyant can be sur adopted, les aspects compétitifs de then the ces pays. country they can make a progress in industrialization. Ces Their pays growth rate will be enhanced, pourront faire un and the pas government will vers have more l'industrialisation revenues, and then they can et les have gouvernements more pourront revenues by themselves to fight against the également climate changes. ainsi And lutter not contre only le so, changement climatique. the firms in sector which they have competitive advantages, the firm will be Tout wealthy, cela will be grâce aux profitable, avantages and the compétitifs. Les firms, entreprises the seront, enterprises, they will have more, feront des profits. ability and also the acceptance to apply the green technologies and to Il faut follow également confront the qu'il green soit regulations. possible So let me d'utiliser conclude. les technologies I vertes. agree Je vais conclure. the call for reform of international Effectivement, financial architecture nous avons besoin d'une to réforme de fight against l'architecture financière climate change. internationale pour lutter But contre I le do changement also climatique. argue, when we have more fund, Mais we should selon use the moi, fund in a right si nous avons way plus to de fonds, support nous the devons green utiliser ces fonds industrialization in the de la global manière south. adéquate And pour we can have encourager one l'industrialisation strand verte to dans le kill sud two birds. global. We achieve the Ainsi, goal nous of pouvons faire deux choses en sustainable même temps. growth, and we also Avoir une achieve the goal croissance of inclusive durable growth. So let me stop et there. une croissance inclusive. Je vais m'arrêter là. Merci, professeur Lin. Je note de votre intervention que vous êtes en accord avec ce qui a été dit au début, que les nouveaux pays à haut revenu doivent aussi contribuer au système global, en tenant aussi compte des émissions passées des pays qui sont enrichis depuis un siècle et demi. Mais je note aussi particulièrement de votre intervention que vous êtes plutôt partisan aussi d'un changement de logique avec un accent mis plutôt sur la façon dont on va investir pour transformer les économies et que la politique industrielle finalement et la technologie sont centrales pour cela. Mais je parle sous votre contrôle, bien entendu. Merci beaucoup, professeur. Je passe ensuite maintenant pour notre dernier intervenant et le modérateur que je suis s'excuse du temps qui passe et qui file et que je n'ai pas bien contrôlé. Guillaume Potier, qui est le directeur du programme Financement du développement et du climat au Institute for Climate Economics, le I4C. Merci Guillaume et je vous laisse la parole. Merci Mathieu et merci à Sylvie Lemay et à la Ferdi pour cette discussion vraiment passionnante et qui tombe à point nommé
dans le contexte actuel qui a été rappelé d'aggravation de la crise climatique, de fragmentation géopolitique qui touche également la coopération sur les enjeux relatifs aux biens publics mondiaux, et aussi de crise de l'aide publique au développement, hein, qui a été évoquée par plusieurs partenaires. Je partage vraiment ce qui a été proposé par Sylvie et les différents panélistes, dans la mesure où il est vraiment essentiel de dépasser une vision purement paramétrique et quantitative de ces débats sur la finance climat, pour vraiment aborder d'une part les enjeux de qualité et d'impact que viennent d'évoquer par exemple le professeur Yifouline à l'instant, et aussi les questions plus structurelles qui touchent à l'architecture financière internationale pour le climat et à sa réforme. De ce point de vue-là, je dirais que la COP29 et la COP30 ont malheureusement laissé un goût d'inachevé. Le NCQG, finalement, s'est focalisé sur des questions relatives au montant, 300 milliards, 500 milliards, etc., etc., 1300 milliards, avec effectivement une légère ouverture sur la base des donateurs dans une logique volontaire. Mais on n'a pas vraiment eu ces discussions structurelles sur l'architecture financière internationale. S'agissant de la COP30, il faut reconnaître que la présidence brésilienne avait vraiment la bonne approche à chercher à mettre les enjeux financiers structurels au centre du débat, avec le cercle des ministres des Finances de la COP, avec la Baku to Belém Roadmap, avec vraiment une bonne façon de poser le sujet. Mais finalement, on a très vite vu, lorsque les négociations se sont ouvertes, qu'on est retombé sur des débats traditionnels, sur l'augmentation des engagements financiers. Cette fois-ci, ce qui a pris le devant de la scène, c'est notamment l'objectif de triplement de la finance adaptation. Mais encore une fois, on est reparti sur des enjeux purement paramétriques et quantitatifs. Le risque que je vois à cela, c'est d'avoir une fracture et un découplage entre les discussions et les postures diplomatiques lors des COP et la réalité sur le terrain, hein, tout bonnement et tout simplement, avec un retrait progressif des bailleurs les plus engagés, notamment européens, comme l'a évoqué Madame Lemay, qui ont l'impression, entre guillemets, de perdre sur tous les plans. D'un côté, ils font des efforts budgétaires majeurs, qui sont très critiqués par ailleurs par leur électorat au niveau domestique, et de l'autre côté, il y a toujours des attentes très fortes et une critique des pays récipiendaires, et ces critiques sont souvent un peu générales à l'encontre d'un nord global pourtant assez hétérogène, comme on l'a vu à travers plusieurs interventions. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on aborde ces questions systémiques, justement pour redonner de la crédibilité et de la confiance collective dans ce système multilatéral. Je fais également partie des optimistes et je pense qu'on peut arriver à réinsuffler de la confiance dans ce système multilatéral. Si on se penche sur les questions qui nous étaient posées aujourd'hui à travers le papier très intéressant de Madame Lemay, sur l'évolution de la base des contributeurs et des récipiendaires, je distinguerais deux options, deux voies, pas forcément antithétiques, une évolution de facto et une évolution de jure, j'allais dire. Et le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il nous faut privilégier les évolutions de facto, les réformes et les ajustements rapides qui permettent d'obtenir des bénéfices immédiats et à court terme pour les pays les plus vulnérables et les populations les plus pauvres, sans forcément attendre de grands aggiornamientos diplomatiques, même si celui-ci est sûrement nécessaire, comme les différentes analyses l'ont montré. S'agissant de l'évolution de la base des récipiendaires, par exemple, il y a un vrai enjeu à prioriser et à mieux allouer les ressources concessionnelles limitées des bailleurs actuels, qui sont de plus en plus rares. Il y a vraiment une opportunité majeure, sans forcément attendre de réforme des pays éligibles à tel ou tel fonds. Par exemple, juste pour vous donner quelques chiffres, sur 2021 et 2022, parmi les 10 premiers récipiendaires de la finance climat internationale, 5 des premiers récipiendaires étaient des BRICS et seulement un PMA, le Bangladesh. Ces allocations sont pas forcément seulement l'effet de mécanismes multilatéraux d'allocation, mais également de choix bilatéraux des bailleurs. Et d'ailleurs, il y a un vrai coût budgétaire derrière ces choix-là. Et donc, une vraie responsabilité des donateurs de flécher leurs contributions de la manière la plus optimale possible. Pour vous donner d'autres chiffres, en 2023, si on prend vraiment juste les subventions bilatérales des pays donateurs de l'OCDE, 2,8 milliards, soit 10% à peu près de leur financement subventionnel climat, ont été accordés aux pays à revenus intermédiaires tranche supérieure. 2,8 milliards. Si on restreint cela aux 3 BRICS les plus
riches, donc les BRICS qui sont également des pays à revenus intermédiaires tranche supérieure. Ce sont 820 millions d'euros de subventions des donateurs de l'OCDE qui ont été alloués à ces pays-là et qui pourraient être assez facilement redirigés vers des pays et des populations plus vulnérables. 820 millions d'euros de subventions, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 10% du total de la finance climat subventionnelle reçue par les pays les moins avancés, les PMA. Donc il y a des enjeux de priorisation et de redirection potentiellement intéressants. Et d'ailleurs, cette analyse vaut aussi pour le multilatéral, hein. L'action des fonds multilatéraux climat, les fonds verticaux et des banques multilatérales peuvent et doivent être influencés par les bailleurs qui peuvent moduler leur financement en fonction de la capacité de ces différents fonds à cibler les pays qui en ont le plus besoin. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup For de la example, reconstitution du Fonds pour l'environnement mondial, le we're FEM. talking, Juste un chiffre sur ce we've been fonds. talking a lot about the On a à peu FEM, près pour la seule the Russie autant environmental de financements fund, alloués que and pour l'ensemble des therefore petits États insulaires en Russia, développement. there's Donc as un grand fonds much vertical climat from subventionnel this alloue autant à vertical un grand pays subsidy émergent fund qu'à available for l'ensemble Russia des as for petits États all insulaires. of the Donc ça, small c'est l'ajustement de island facto pour les states. récipiendaires, j'allais So dire, this et il y a is aussi des de opportunités facto d'ajustement de information facto for sur la recipient base des contributeurs. states. Les chiffres mentionnés par Sylvie et Gaïa montrent objectivement que le monde a changé, s'agissant de l'évolution du PIB, des émissions ou de la population. Et d'ailleurs, on voit que les choses bougent progressivement au sein des contributeurs, avec des contributeurs émergents. La Chine, par exemple, est un fournisseur important de finances climat. Selon les estimations, entre 1,6 et 4,5 milliards par an, soit environ 5% de la finance climat mobilisée par les pays développés. Donc il y a déjà un élargissement de facto de cette base des contributeurs. Par ailleurs, pour donner des chiffres complémentaires, le rapport du groupe d'experts indépendants sur la finance climat, le IHLEG, estimait en amont de la COP 30 qu'il faudrait que la coopération sud-sud, donc de pays développés à pays en développement à pays en développement, double pour atteindre à peu près 40 milliards de dollars en 2035, si nous voulons atteindre nos objectifs collectifs en matière de finance climat. Du côté de la demande aussi, je pense que l'ajustement de la base des contributeurs commence à faire son chemin. Lors des négociations sur le NCQG, par exemple, on a vu beaucoup de demandes de sous-cibles pour les pays les moins avancés, pour les petites îles, ce qui montre bien qu'on a un enjeu à affiner ces catégories et que le paradigme pays développé, pays en développement nécessiterait peut-être d'être légèrement nuancé. Donc je dirais qu'en fait la question c'est pas tant celle de l'élargissement de la base des contributeurs et de l'ajustement de la base des récipiendaires plutôt que de la reconnaissance, de la formalisation et de l'accompagnement d'ajustements qui sont en fait déjà en cours. Euh, J'ajoute d'ailleurs que l'accompagnement concret et l'ajustement de facto des responsabilités s'est opéré dans d'autres domaines de coopération, au-delà de la finance climat. Un exemple assez intéressant qui pourrait nous fournir des enseignements, c'est par exemple la question des mécanismes de traitement de la dette et des processus de surendettement. C'est un sujet sur lequel historiquement les responsabilités étaient très concentrées dans un petit club de bailleurs au nord, le club de Paris pour ne pas le citer, et qui progressivement, au fur et à mesure de l'évolution des rapports de force et des rapports financiers internationaux, s'est élargi au G20 et à des grands créditeurs émergents. Alors, je finirai avec deux réflexions rapides sur les façons justement d'accompagner ce réajustement de facto des responsabilités et des façons de l'accélérer. La première façon, selon moi, c'est de passer d'une logique discrète et binaire à une logique continue. C'est un peu ma réponse à la deuxième question du séminaire et aux commentaires de Sylvie Lemay. Oui, c'est nécessaire d'ajuster ces responsabilités, mais est-ce que recréer et mettre à jour ponctuellement des listes figées est forcément la bonne option? Ou est-ce qu'on peut peut-être changer de paradigme et adopter une vision un peu plus continue, un peu plus linéaire des responsabilités des différents acteurs? Je pense que ce serait une évolution appréciable. On vit dans un monde continu, on vit pas dans un monde discret, pas dans un monde binaire. Il n'y a pas de différence de nature entre les pays. Il y a uniquement des différences de degrés en fonction des sujets, en fonction des responsabilités et en fonction des capacités respectives. J'ajouterais d'ailleurs que c'est l'idéal qui est incarné par les objectifs de développement durable, hein, puisque, pour rappel, les ODD ne font pas de différence entre les pays développés et les pays en développement, contrairement aux objectifs du millénaire pour le développement qui avaient vraiment à leur cœur ces deux catégories.
D'ailleurs, les logiques un peu de typologie binaire touchent vite leurs limites. Il y a une étude récente et très intéressante de l'AFD que je vous conseille sur ce sujet, de la dichotomanie, c'est-à-dire de notre tendance à toujours classer les acteurs dans des listes figées, qui montre qu'aujourd'hui, selon le prisme et la grille d'analyse qu'on utilise, il y a plus d'une cinquantaine de pays qui sont à la fois des pays développés et des pays en développement, ce qui interroge un peu sur la pertinence de ces cadres binaires. Et dernier point là-dessus sur la nécessité de passer d'une logique un peu binaire à une logique continue, je note avec intérêt que les dernières reconstitutions des fonds multilatéraux qui ont eu lieu et qui ont eu le plus de succès sont précisément celles qui ne différencient pas les bailleurs en fonction de leur statut entre pays développés et pays en développement, mais qui proposent à tous de contribuer à proportion de leurs moyens. C'est le cas par exemple du FIDA, le Fonds international de développement agricole, ou encore récemment du Fonds africain de développement, qui a vu par exemple le nombre de contributeurs africains tripler lors de cette reconstitution. Euh, Dernier exemple sur la pertinence de vision un peu plus continue, c'est l'indicateur multidimensionnel de vulnérabilité qui a été si éloquemment porté et développé par la FERDI, et qui montre qu'on a besoin de regarder les choses de manière vraiment granulaire et précise et qu'on ne peut pas se contenter de grandes catégories et de grandes typologies. Pour conclure, peut-être juste une deuxième suggestion s'agissant de l'ajustement et de l'accompagnement de l'ajustement du principe de responsabilité commune mais différenciée. Pour ce faire, il faut une grammaire commune et suffisamment fine pour rendre compte de la complexité du monde, j'allais dire. Finance-climat, cela veut un peu tout et rien dire. Un prêt à condition de marché, c'est pas la même chose qu'une subvention. Un projet à faible co-bénéfice, atténuation dans un pays dont les émissions sont marginales à l'échelle mondiale, c'est pas la même chose qu'un projet vital d'adaptation de l'agriculture dans une petite île ou dans une économie agricole, etc., etc. Donc il faut vraiment pouvoir être très granulaire sur ces questions-là. Donc, pour résumer, je dirais que l'évolution du principe de responsabilité commune mais différenciée va dans le sens de l'histoire. Hein. Les données quantitatives et objectives qui ont été présentées sont très éloquentes, et que si on n'accompagne pas cet ajustement, on risque d'aller vers un désengagement au détriment des pays qui en ont le plus besoin. En revanche, il me semble que cette évolution ne sera pas par le haut dans les salles de négociation des COP, ni par une épiphanie du multilatéralisme qui se remettrait comme par magie à fonctionner, ni par une victoire d'un bloc contre un autre. Je pense vraiment que cet ajustement des responsabilités peut se faire et doit se faire, j'allais dire, par le bas, par des coopérations concrètes de terrain, comme les invitait par exemple Karim El Ainaoui. Je pense vraiment que c'est la voie à privilégier, et dans ce cadre-là, l'Europe a vraiment une carte à jouer et une légitimité pour créer de nouvelles coalitions, proposer de nouvelles dynamiques, par-delà les typologies et les catégories un peu figées. Comme on l'a mentionné plusieurs fois, l'Europe est un acteur sérieux qui a fait ses devoirs. Elle finance plus que sa juste part de la finance climat. Elle joue selon ses règles multilatérales actuelles. Donc elle est totalement fondée et légitime pour amorcer un dialogue constructif et productif avec tous les pays qui souhaitent faire évoluer ce système financier international pour changer de paradigme et continuer à avoir un système multilatéral crédible et efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. D'abord, merci aussi beaucoup pour votre optimisme que vous avez noté au début et qui se voit et qui fait du bien. Le fait que vous interveniez en dernier était plutôt finalement judicieux parce que vous avez, à travers vos interventions, fait aussi le lien avec les interventions des autres panélistes. Je note notamment effectivement l'accompagnement dans l'ajustement de l'évolution des responsabilités. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que et ça a été dit d'ailleurs au début, sur le fait que vous soutenez une vision continue et linéaire des responsabilités. Peut-être aussi s'affranchir parfois des effets de seuil compliqués, des catégories qui enferment aussi dans des logiques parfois qui peuvent être conflictuelles. Et puis, je note aussi votre point, alors je fais très vite parce qu'il nous reste très peu de temps, et ce que vous avez dit était bien plus riche, bien entendu, sur le besoin aussi de granularité, la mesure d'affiner les mesures de la finance climat qui est très diverse, etc. Je note simplement que c'est ça l'objet, je le mentionne, notre troisième webinaire consacré à cette série sur le financement climat, financement développement, etc.
Alors, en théorie, il reste 1 minute, mais on va un tout petit peu déborder. J'ai été très mauvais modérateur. Je voudrais simplement faire part du message de Vainala Rarinirina, qui aurait dû être là, qui a eu, comme je le disais au début, un petit ennui de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Pour rappel, c'est la vice-présidente de l'Université de Fianarantsoa, ancienne ministre de l'Environnement et du Développement durable de Madagascar, et qui est aussi senior fellow de la FERDI. Alors, elle nous a envoyé quelques messages, je lis, ça va être très, très, très rapide. D'abord, elle voulait rappeler que historiquement, le concept de responsabilité commune mais différenciée a été perçu comme une grande réussite, du fait que les pays aient accepté d'adopter une approche applicable à la fois aux pays développés et en développement, et qu'après des années à défendre que seuls les pays développés devaient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, les pays en développement ont admis une interprétation plus dynamique du concept. Et ça a été possible grâce à une certaine expertise diplomatique et une attention particulière accordée aux questions que les pays en développement estimaient prioritaires, à savoir l'adaptation, le financement, la technologie, le renforcement des capacités. Toutefois, Vainala abonde complètement dans le sens de Sylvie Lemay, avec qui elle avait pu partager avant le webinaire, sur le besoin assez urgent de réformer le système de responsabilité commune. Et elle ajoute qu'il est devenu un obstacle politique et il ralentit les efforts largement consentis pourtant ces dernières décennies. Donc pour elle, il faut aller vers un système plus réaliste et rééquilibré. Et pour elle aussi, le régime mondial climatique, sous le leadership de les Nations Unies, a certes grandi en taille et en participation, mais aussi en complexité. Et ce concept semble aujourd'hui inefficace du fait de cette complexité de mise en œuvre, voire d'obsolescence du mécanisme aujourd'hui. Et selon Vainala, enfin, il faut certainement aller au-delà de la responsabilité historique et intégrer aussi les émissions actuelles et récentes des pays en tenant compte de leur PIB ou des émissions par habitant. J'étais un petit peu rapide et veuillez m'en excuser. Le webinaire touche à sa fin, mais je voudrais quand même, avant de finir, peut-être simplement, on va prendre 5 minutes, parce qu'il y a quand même pas mal de questions en ligne. J'en ai noté plusieurs. Alors, il y en a plusieurs qui reviennent sur le fait que, alors c'est une question très actuelle, peut-être très triviale et peut-être extrêmement difficile, mais comment faire revenir, convaincre les États-Unis de revenir dans le jeu pour rendre le système un peu plus opérant ou moins inopérant? Il y avait une question aussi qui visait peut-être plutôt Madame Goldar, Amrita, qui se posait la question, un internaute se posait la question de sur l'exemple de l'Inde, comment est-ce que l'Inde parvient à intégrer le secteur privé dans son évolution vers une lutte plus efficace contre le changement climatique et un changement finalement de modèle? Et puis, j'avais peut-être, moi personnellement, peut-être une question pour le professeur Lin. Alors, j'ai évidemment beaucoup apprécié votre intervention, professeur. Peut-être que je peux la poser en anglais. Does your approach imply that emerging economies should Est-ce que also votre approche contribute signifie que les financially, and pays if so, under émergents what devraient conditions? contribuer financièrement et si oui, sous quelles conditions? I don't know if you understand me. So, does your approach imply Je that répète, emerging est-ce que economies should also contribute votre financially, and if approche so, under what conditions? signifie que les pays Peut-être émergents prendre devraient contribuer quelques aussi instants pour répondre à ces quelques et questions. si Il y oui, en a sous d'autres quelles hein, conditions? sur le chat. Peut-être Amrita, je vous donne la parole pour cette question qui vous était destinée directement. Yeah, so sorry, I can't turn on my camera, but I'll try and answer Oui, this question. Actually, it's quite easy to answer. c'est So facile à répondre à you cette see a question. very different financing track if you compare Il y a mitigation as opposed to différents trajets adaptation. Now, financiers. if you talk about private contribution, Quand on parle des they have contributions the du lion's secteur share or the privé, maximum share. In ils fact, ont une part the maximale. split between domestic government and domestic private. So private might Donc, be entre 2 le times gouvernement as much as the et le government. So privé, en fait, le secteur 33% privé government va and 66 contribuer or 2 fois plus, 67% private. So there is a lot jusqu'à that the private sector is 67%. doing as far as Donc, le adaptation, secteur privé mitigation efforts are concerned. fait So beaucoup a lot pour of les companies efforts that are doing d'atténuation. working Beaucoup on green power, a d'entreprises lot of companies that are doing travaillent on sur des green projets industrialization. verts, There are a lot of l'industrialisation companies that are verte. working on D'autres entreprises to clean transport. In fact, travaillent sur le something that I transport wanted to put propre. across is India. I think there is this very rising narrative Et on je India pense seeing green industrialization que as an l'industrialisation opportunity. verte
est vraiment une opportunité, notamment pour les produits faits pour l'export. Ça peut être un avantage. Donc, l'Inde est fière de son travail dans le domaine de l'atténuation. Hélas, en ce qui concerne l'adaptation, c'est différent. Je dirais que là, 98% des efforts sont financés par le gouvernement. Et c'est parce qu'il n'y a pas de modèle économique qui intéresse le secteur privé dans ce domaine. Donc, l'adaptation n'attire pas trop le secteur privé, mais il y a des travaux qui commencent pour créer des obligations vertes, par exemple, ou d'autres mécanismes. Et une fois que ce marché développe, nous verrons plus de secteurs privés impliqués dans cette partie-là des efforts. Merci. Merci, chère Amrita. Professor Lin, maybe you could answer? If you have something to say, of course. Well, I did not fully get your questions, but I guess your question is that je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais je pense que vous avez dit que pour les nouveaux pays qui ont des revenus importants, est-ce qu'ils sont prêts à faire des contributions? Et pour les nouveaux pays émetteurs, est-ce qu'ils sont prêts à faire des émissions? Moi, je pense que tout d'abord, il faut circuler des informations. C'est très utile d'avoir des faits pour convaincre les gens. Nous devons débattre au sein du COP 29, COP 30. Nous devons mettre en place un accord international qui appelle à des nouvelles contributions. Mais si nous faisons cet appel, nous devons pouvoir démontrer que nous allons pouvoir nous servir de ces contributions supplémentaires de manière efficace pour faire face au problème du changement climatique. Et cela pour aider les pays du Sud pour pouvoir passer à une autre étape du développement. Et si nous pouvons fournir ce type d'arguments lors des forums internationaux, je pense que nous avons de l'espoir. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer sur l'autre question concernant les États-Unis, mais c'est une question probablement peut-être un petit peu large. Sylvie, peut-être, est-ce que vous voulez intervenir en guise de conclusion, et nous allons faire après ensuite un dernier petit tour de table très rapidement en 1 minute, pour voir si quelqu'un a encore quelque chose à rajouter à ce débat. Donc, merci déjà pour cette discussion très riche. Personnellement, je l'ai trouvée extrêmement intéressante parce que, au fond, nous avons des points communs et d'accord, et puis aussi des points en réalité pas tant consensuels que ça. Derrière une sorte d'accord de principe. Et ça, c'est intéressant et ça montre qu'il y a encore besoin, je pense, de discuter un petit peu plus. Moi l'accord que je vois, c'est qu'au fond, tout le monde se dit oui, bien sûr, il faut faire évoluer les règles, au fond, de financement telles qu'elles ont été posées à Rio et que la situation du monde nécessite bien évidemment un ajustement. Et que, au fond, il va y avoir la question de convaincre les pays d'y arriver devrait pouvoir se faire, en tout cas intellectuellement. Après, je crois qu'on est aussi tous relativement d'accord sur le fait de se dire, mais ce sera sans doute très difficile à obtenir à travers une négociation formelle dans les COP, qui risque de prendre, surtout si elle prend l'allure d'une révolution, en gros, et que tout le monde est plutôt d'accord pour des choses soit incrémentales, comme le disait Amrita Goldar, en tout cas qui s'ajouteraient à quelque chose qui existe, soit qui se ferait en plus
Et en dehors, comme le disait Karim El Anaoui, c'est-à-dire effectivement avec des coopérations. Mais une fois qu'on a dit ça, en réalité, moi je suis assez intéressée par le point de Guillaume qui consiste à dire attention parce qu'on risque d'avoir une espèce d'éclatement entre d'un côté des COP qui vont tourner en rond sur une négociation sur ce sujet-là, et puis la réalité du terrain qui risque d'être au fond, comment dire, qui risque d'être différente, mais qui ne va pas forcément résoudre les choses. Je m'explique. Aujourd'hui, on a déjà un peu de cette différence. Aujourd'hui, rien n'empêche des financements volontaires de qui veut avec qui veut, que ce soit sud-sud, nord-sud, nord-nord, etc. La vraie question, tout de même, me semble-t-il, pour que les pays se parlent et d'une certaine façon avancent dans une vision commune du développement durable, à laquelle Justin Hifouline fait appel, ou en tout cas à l'espoir que nous arrivions, c'est tout de même qu'il y ait une forme d'apaisement dans la façon dont on va regarder le financement du changement climatique. Et pour qu'il y ait apaisement, à mon avis, ça passe par un certain nombre de débats qui reviennent sur les bases et les règles communes. L'une que je n'avais pas mentionnée, mais je crois que c'est Amrita qui l'a mentionnée, c'est effectivement la transparence. Et je sais que l'affaire d'I va venir sur ce point-là dans 3 sessions, je crois. Mais en tout cas, la transparence de qui donne et qui reçoit, qui aujourd'hui est un point de destruction. Et si l'on n'a pas un système un petit peu officiel et qu'on a une sorte de double standard avec quelque chose qui continuerait d'exister à travers la COP, mais par ailleurs des relations bilatérales, des coopérations qui, elles, ne seraient pas forcément comment dire, qui ne ferait pas l'objet d'un reporting, au fond, on ne saura jamais vraiment qui fait quoi, et ça risque de ne pas favoriser cette transparence-là. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il me semble quand même que ces sujets globaux de justice environnementale et sociale sont des points qu'il faudrait remettre dans les conversations et les négociations. Et je ne suis pas certaine qu'on puisse s'en sortir uniquement en ayant comment dire, en essayant de le faire par petits pas incrémentaux, ou en tout cas en étant exclusivement, en ne comptant exclusivement que sur cette logique-là. Je suis désolée, je ne suis peut-être pas totalement claire, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que il faudrait surtout pas, me semble-t-il, complètement jeter le multilatéralisme du climat tel qu'il existe aujourd'hui. Parce que même s'il est imparfait, et même s'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, c'est quand même le seul endroit où l'ensemble des pays du monde se parlent sur ce sujet-là. Voilà. Et donc, voilà ce que Pardon, je suis partie un peu loin du sujet du départ, mais je crois qu'en tout cas, à travers les différents exemples que vous avez tous donnés, ça mériterait un tout petit peu de recherche supplémentaire sur le plan économique pour voir comment est-ce que ce que propose Justin Hifouline, à savoir une modification finalement, ou en tout cas une évolution de la façon de regarder l'usage des fonds climatiques peut servir ou pas à modifier la base des bénéficiaires dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, ce sont deux choses qui sont évidemment liées, mais comment on le fait, ça mériterait sans doute d'y réfléchir davantage. Voilà, merci. Merci Sylvie. Alors avant de clôturer ce panel, en fait, cette discussion, est-ce qu'un des panélistes souhaite prendre la parole? Oui, Karim. Juste un petit mot, peut-être pour... il y a 2, 3 choses. Une question pour nous tous. Est-ce qu'on n'a pas perdu les citoyens? Que pensent les citoyens des COP? On ne les a pas perdus sur le climat, en tout cas, parce qu'ils sont Non, plus vous en plus les avez... sensibles sur le climat. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais Oui. sur les COP, parce que là, il y a un peu entre
certains qui défendent le multilatéralisme, d'autres. On défend tous le multilatéralisme. C'est pas, on peut être d'accord sur des principes, etc. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses qui ne soient pas centralisées dans un mécanisme tout en étant d'accord sur des principes. Enfin bon. Mais moi, ma crainte, c'est est-ce que ça répond aux attentes, si vous voulez, ce dispositif et je peux comprendre, il y a aussi des cultures, c'est-à-dire les négociations peuvent être menées par des diplomates et en réalité, l'application sur les terrains sont faits par d'autres. Enfin, il y a des ministères des Finances qui ont une autre culture. Enfin, ouais, il y a quelque chose qui fonctionne fondamentalement pas très bien dans tout ça. Et ne mettons pas face à la réalité des modalités et des méthodes euh, avec des résultats escomptés qui ne sont pas les résultats réels en réalité. Il faut voir de manière assez sèche et froide, avec la froideur du chirurgien, qu'est-ce qui s'est passé depuis Paris. Et franchement, c'est pas glorieux ce qui s'est passé depuis Paris. Enfin, pour parler de manière un peu claire, c'est pas génial tout ça. Et qu'est-ce qu'on dit aux citoyens? Alors, il y a une demande, une aspiration, mais comment on va délivrer? C'est un peu ça. Moi, je suis dans l'exécutif d'un pays, c'est ça ma question. Je peux défendre le multilatéralisme parce que j'ai une histoire, dadadi, et c'est le cas en Afrique en général, on est plutôt pour des mécanismes mais fondamentalement, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Comment on répond à des, euh, des préoccupations très concrètes? À court terme, pas à 10 ans. Et la réponse, c'est pas. Il faut que ça marche. Et c'est pas la politique industrielle non plus. Enfin, ça, c'est autre chose. On peut greener son industrie. Enfin, oui, d'accord, l'hydrogène, on fait. Ça marche, tout ça, ça va marcher. Euh, donc, est-ce qu'on peut, avec ceux qui ont envie aussi, le multilatéralisme, c'est embarquer tout le monde, il faut continuer, etc. Est-ce qu'on peut, avec ceux qui ont envie d'aller plus loin, etc., avoir des choses à taille humaine, plus réalistes, qui veulent fonctionner. Hein, Donc, vous voyez, tout ça, je ne sais pas. Il faut faire le point, il faut faire pause. Je remercie la Ferdi pour avoir. Mais il y a un vrai sujet. Et puis, il y a des mondes qui doivent se rencontrer. Hein, d'accord? C'est le monde de la diplomatie doit se rencontrer avec le monde du privé, avec des gens qui sont dans des banques centrales, des ministères des Finances. Bon, il y a des choses. Mais les attachements ne sont pas les mêmes à une forme de multilatéralisme romantique, etc. Et on voit d'où ça vient aussi. Hein. C'est pas, c'est bien, mais ça marche plus. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est dur d'abandonner quelque part, de faire le constat d'un échec. C'est un deuil quelque part. Pas complètement, encore une fois, je suis d'accord, mais il y a quand même un petit peu de ça. Il y a une espèce de deuil qui doit être fait, et le deuil, c'est difficile. Et je crois que sur le climat, force est de constater que ça ne marche pas très bien. On n'arrive pas à contraindre les plus gros pollueurs à être raisonnables. Ce n'est pas parce que la réponse qui nous a été apportée sur le solaire et que ça n'est pas satisfaisante, c'est pas de ça dont on parle. C'est partiel. Euh, et en même temps, il y a des espaces pour faire des choses ensemble avec ceux qui veulent. Donc, il ne faut pas perdre cette dynamique, cette énergie, ce dynamisme potentiel. C'est ce que je veux dire. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il y a un vrai sujet presque ontologique, encore une fois. J'avais commencé par ça, je finirai sur ça. Il faut qu'on s'accorde un peu sur un diagnostic de ce qu'on peut faire, de ce qui est réaliste, de ce qui ne l'est pas, avec qui, comment, plutôt que d'aller investir dans les COP et dans ces mécanismes qui finalement sont finalement marginaux. Si je prends ce qui est investi dans la réduction des émissions ici au Maroc, ce qu'on reçoit en financement externe est très, très marginal. C'est moins de 10% de ce qui est investi. Merci. Merci à vous. Et après Amrita qui s'est définie elle-même comme l'avocat du diable, je note quand même que vous étiez l'avocat du pragmatisme. Euh, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres interventions de la part de nos panélistes, je ne vois pas de main levée. Je voudrais d'abord les remercier l'ensemble de nos panélistes pour la richesse de leurs propos et tous ceux également qui nous ont suivis en ligne. Vous étiez nombreux encore aujourd'hui. Donc, je précise que le webinaire sera mis en ligne sous peu et les présentations PowerPoint, parce que ça faisait l'objet de beaucoup de questions en ligne, seront évidemment disponibles avec l'accord des panélistes. Je rappelle encore une fois que ce webinaire, c'était le premier d'une série de 3. Le prochain devrait être organisé fin avril probablement et portera sur
comment l'allocation des fonds concessionnels et en particulier, comment concilier le financement des biens publics mondiaux et le financement du développement. Et puis, le troisième webinaire portera sur les questions de mesure des flux de financement pour le climat, un sujet qui a été mentionné maintes fois par plusieurs des intervenants d'aujourd'hui. Je veux finir enfin par signaler que la FERDI publiera aussi sous peu une note sur les règles de partage du financement de la lutte contre le changement climatique, notamment basée sur les discussions du jour. Je vous remercie tous et toutes et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée selon où vous vous trouvez. Merci, au revoir.